Est-ce que vous saviez que certains de vos plats préférés auraient pu ne jamais exister? Hello mes petits sunshine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va passer en revue ensemble quelques histoires qui se cachent derrière quelques créations culinaires. Mais attends une seconde, t'es pas abonné toi non? Tu dois vite remédier à ça, hein. Ça fait partie de ta liste de résolution 2026. On commence cette vidéo par s'attaquer à un dessert que vous connaissez bien, la tarte tatin. Mais figurez-vous que la recette est née accidentellement. À la fin du 19e siècle, les sœurs Caroline et Stéphanie Tatin tenaient un hôtel-restaurant à La Motte-Brevon au cœur de la Sologne. Caroline s'occupait de l'accueil pendant que Stéphanie, elle se chargeait de la cuisine et sa spécialité était la tarte aux pommes caramélisée. Sauf qu'un jour, notre cher Steph a totalement foiré sa préparation. Un midi, les sœurs étaient extrêmement débordées et Stéphanie était tellement tête en l'air qu'elle a carrément oublié les pommes au four. Donc pour attraper le tir, elle décide de la recouvrir d'une pâte brisée et de la remettre au four. Et au moment de servir la tarte, elle la renverse sur un plat, ainsi est née la tarte tatin. En tout cas, c'est ce qu'on raconte. On reste dans les desserts avec cette fois les cookies aux pépites de chocolat. Dans les années 1930, Ruth Wakefield est propriétaire avec son mari de l'auberge Toll House Inn à Whitman, située dans le Massachusetts. Selon l'histoire, la femme préparait un lot de biscuits au chocolat pour les clients en utilisant du chocolat Nestlé. Au départ, elle pensait que le chocolat allait tout simplement se mélanger à la pâte, mais non. Les pépites ont conservé leur forme et ça a donné naissance aux premiers biscuits au chocolat avec des morceaux de chocolat fondu à l'intérieur. En 1939, la marque et Ruth Wakefield ont signé un accord qui a permis à Nestlé d'imprimer la recette sur l'emballage de ses tablettes de chocolat et en échange, elle a reçu une provision à vie de chocolat. Suite à ça, Nestlé ils ont commencé à produire des pépites de chocolat préemballées pour faciliter la préparation des cookies. Vous les utilisez pour les pique-niques, les longues journées sur la route ou tout simplement quand vous avez la flemme de cuisiner. Et pourtant, les sandwichs ont failli ne jamais voir le jour. Je vous présente avant John Montagu, 4e comte de sandwich. Oui, de sandwich. C'était un amiral de la flotte royale anglaise durant le règne de George III. Cet homme avait un hobby bien particulier, il adorait jouer aux cartes. Donc vous vous demandez certainement le rapport avec le sandwich, vous inquiétez pas, on y vient. En 1762, John disputait une partie de cartes hyper longue dans un pub et à un moment il commence à avoir faim. Pour éviter de stopper la partie, le cuisinier de l'établissement apporte une petite collation. C'était des tranches de viande froide avec du fromage situées à l'intérieur de 2 tranches de pain. Bon, les ingrédients n'étaient pas choisis au hasard, c'était fait en sorte que John ne se salisse pas les mains ni les cartes pendant qu'il joue et que du coup il pouvait manger que d'une main. C'est à ce moment-là que le terme sandwich est apparu, mais le concept, lui, il date d'il y a bien plus longtemps. Manger de la viande dans du pain existe dans beaucoup de pays et les paysans français en consommaient pas mal en mettant des tranches de porc à l'intérieur de 2 tranches de pain. Pour eux, c'était un moyen rapide de se rassasier. Le sandwich se serait développé dans les années 1800 chez les agriculteurs et un siècle plus tard auprès de la classe ouvrière. Des historiens ont aussi découvert que le pain azim, un pain réalisé sans levain, était consommé en -110 avec des végétaux et des herbes. Maintenant, on reste un petit peu dans le thème du pique-nique avec un incontournable. Elles servent à l'apéro ou tout simplement pour remplacer les pop-corn devant la télé. Je veux bien sûr parler des chips. Tout commence le 28 août 1853 au sein du restaurant Lake House de Saratoga Springs dans l'État de New York. Le chef George Grum passe pas une super soirée. Pendant son service, il rencontre un client qui n'arrête pas de lui renvoyer ses assiettes de frites. Il se plaint qu'elles sont trop épaisses et pas assez croustillantes. Vexé, George décide de couper des tranches très fines de pommes de terre et de les arroser de sel. En renvoyant le plat en salle, le chef il s'attendait pas à ce que le client y kiffe, pour lui c'était totalement immangeable, et pourtant il a adoré. Il a du coup proposé à des autres clients de goûter, et ils en ont redemandé. Mais c'est pas tout, parce qu'à ce moment-là, ça ressemble pas encore aux chips qu'on connaît aujourd'hui. À la fin des années 1850, quand il ouvre son propre resto, il place un panier de chips sur chaque table et ça devient sa marque de fabrique. Il faudra quand même attendre 1926 pour qu'elles deviennent nos encas de pique-nique et c'est grâce à Laura Scudder qui se met à les vendre dans des sacs en papier ciré. Je sais pas vous, mais moi personnellement, quand je mange du gâteau au chocolat, j'adore ajouter de la crème anglaise avec. Et l'origine justement de la crème anglaise est due à une simple distraction. La recette était à la base une crème pâtissière épaisse avec de la farine. Sauf que, on raconte qu'un jour, un cuisinier a oublié d'ajouter l'ingrédient épaississant, du coup il s'est retrouvé avec une crème fluide, un peu plus légère et onctueuse. Certains pensent que la crème anglaise vient du Gustar, une crème épaisse apparue en Outre-Manche au XIIIe siècle, alors que ça n'a rien à voir.
Dès le XVIIe siècle, les nobles et les riches anglais font venir des cuisiniers et plusieurs d'entre eux au XIXe siècle ont eu une influence assez forte. C'est l'époque où est née la crème anglaise et on n'a pas pu l'attribuer à un cuisinier en particulier. Vous faisiez quoi quand vous avez 11 ans? Moi personnellement, je jouais encore au Playmobil. Et à cet âge, certains ils arrivent à créer de nouvelles recettes sans faire exprès. En 1905, aux USA, un jeune garçon de 11 ans, Frank Epperson, a oublié un verre d'eau et de soda sur le rebord de la fenêtre avec le bâton avec lequel il les avait mélangés. Le verre il est resté là à l'air libre avec des températures négatives toute la nuit. Le lendemain matin, il retrouve la boisson gelée et ça l'intrigue. Il retire la masse gelée du verre avec de l'eau chaude et il la goûte en la tenant avec le bâton. Maintenant, je pense que vous avez deviné de quoi je parle. C'est l'origine de la glace à l'eau qui a bercé notre enfance. Frank, il a adoré le goût et il a décidé de nommer ça Epsicle. En 1924, il brevette officiellement son invention à la demande de ses enfants et il la renomme en Popsicle. La glace à l'eau est arrivée en Italie après la Seconde Guerre mondiale, comme les Américains ont ouvert la porte à la production industrielle de glace. Pour le dernier plat de cette vidéo, on va quitter la nourriture pour se pencher vers les boissons, et plus particulièrement une que vous connaissez forcément, le Coca-Cola. On doit cette invention à John Pemberton le 6 mai 1886. Ce pharmacien est également vétéran de la guerre de sécession américaine, où il a atteint le grade de lieutenant-colonel. Lors de la bataille de Colombe en avril 1865, il est blessé à la poitrine par un coup de sabre et devient dépendant de la morphine qui sert à soulager sa douleur. John essaye plusieurs analgésiques alternatifs sans opium et expérimente avec le vin de coca et de cola. Jusqu'au moment où il découvre une recette totalement par hasard qui contient des extraits de noix de cola et de damania. Il décrit son invention comme un précieux tonique cérébral qui guérirait les maux de tête, soulagerait la fatigue et calmerait les nerfs. Au départ, il la commercialise en tant que médicament et baptise son produit vin de coca français de Pemberton. La boisson connaît un succès immédiat, mais le public il est quand même un petit peu inquiet par rapport à la dépendance à l'alcool. John est alors contraint de rendre le produit sans alcool et met au point par accident une recette qui mélange le sirop de base avec de l'eau gazeuse et sa nouvelle fabrication est appelée Coca-Cola. Vous le saviez peut-être, mais il y a une polémique comme quoi le terme Coca faisait référence à la cocaïne. La société Coca-Cola a dû affirmer que ce n'était qu'une allitération sans signification. Malheureusement, Pemberton est victime d'un cancer de l'estomac et a 2 doigts de faire faillite. Il vend alors son Coca-Cola à Asa Kendler, un autre pharmacien. Il transmet la formule de production et liste les ingrédients: eau gazeuse, sucre, caramel, acidifiant 338, caféine, extrait de plantes et un ingrédient principal qui n'a été révélé à personne. Près de 2 siècles après sa dernière commercialisation en tant que médicament, des chercheurs et des médecins apportent des preuves comme quoi sa consommation présente quelques bienfaits pour la santé. Il est par exemple utilisé pour dissoudre les blocages gastriques et agit comme agent antinauséeux et purificateur pulmonaire. C'est vrai que quand j'étais petite et que j'étais vraiment bien malade, une bonne grosse gastro, mes parents ils me donnaient un verre de coca et ça allait mieux après. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker si vous aimez ce type de contenu. Et moi je vous dis à la prochaine pour vous raconter de nouvelles histoires.